On est avec Paul Gosselin, Sébastien Croteau et Carl Langlais et on parle de monstres. On est avec 4 invités qui ont d'une certaine façon un rapport à la monstruosité. Mais c'est pas contre vous, là. Moi aussi, je fais partie de l'émission. Donc, on va apprendre qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, Paul, tu nous as apporté du matériel. Qu'est-ce qui t'intéresse chez les monstres? Quel beau sujet à travers les époques, à travers le temps. Moi, c'est le côté littéraire, bien sûr. Quand on me décrit des monstres, quand on me les présente, je trouve ça fascinant. Dans l'histoire de l'humanité, donc, le monstre a été, de tous les temps, une figure présente là, dans la mythologie. Ou comment ça commence? Qu'on parte des récits antiques où on mettait mi-homme, mi-animal, qu'on aille au Moyen-Âge où les troubadours, trouvères, ménestrels utilisaient les dragons pour rendre leurs histoires super épiques, qu'on soit plus proche de nous avec le côté plus fantastique ou le côté plus merveilleux. On retrouve des monstres partout pour différentes fonctions là, dans les textes. Des fonctions comme, par exemple? Bien, effrayer, divertir, ouais. enseigner, donner des leçons. Souvent, on n'est jamais loin d'un côté moral à enseigner la vertu à travers ce que le monstre permet. Le monstre, il nous permet de proposer des antithèses, des contrastes violents. Je prends par exemple Charles Perrault dans ses contes classiques, on est en 1697, mettra en place des ogres, des loups. L'élément monstrueux est en place encore une fois parce que les contrastes permettent de présenter des valeurs morales. Attention, jeune fille, à ce loup! Attention, faites attention de tous les loups. Celui qui a l'air du moins loup, c'est le plus dangereux. Il est là pour nous faire peur, pour nous effrayer, pour nous montrer la prudence. Hein? On a besoin de ces éléments-là. On a avec nous un monstre célèbre. Je n'ai pas tué personne. Tout de suite en partant. Explique-nous en quoi est-ce que je dis que tu es un monstre célèbre? Comment ça, en fait? Bien, en fait, c'est que moi, une partie de mon métier, c'est de faire des voix de monstres dans les jeux vidéo. Donc, des voix de zombies, de trolls, d'orques, des voix de géants, d'extraterrestres, de créatures bizarres. Et t'es payé pour faire ça? Je suis payé pour faire la voix de ces personnages-là. En fait, j'ai commencé en 2005. Parce qu'évidemment, bon, j'ai un background, je suis un chanteur de death metal, j'ai un groupe qui vient de la région, de Rimouski, Necrotic Mutation. Fait que j'ai commencé déjà l'apprentissage de voix bizarres assez jeune, au début des années 90. Puis après ça, j'ai appris le chant de gorge, chant tibétain, chant inuit, chant diphonique, des trucs comme ça. Puis c'est là que j'ai développé d'autres techniques vocales. Puis ben, c'est de ces techniques-là, puis je mélange un paquet de trucs, c'est de ces techniques-là dont je me sers pour faire la voix des personnages de jeux vidéo. Mais t'es allé faire des entrevues dans des studios réputés, là, Ubisoft en fait, et compagnie. j'ai été la plupart des gros studios établis au Québec, j'ai travaillé avec eux, Ubisoft, Eidos Montréal. Le dernier jeu que j'ai fait, Les Gardiens de la Galaxie, un petit jeu de Marvel. J'ai fait la voix de 17 personnages, dont la voix de Hulk. Pour le jeu, j'ai fait la voix du Nemesis dans Resident Evil aussi, pour un autre jeu vidéo. Donc, c'est ça. On a autant des personnages plus connus, des fois, qui viennent de franchises établies. Puis d'autres fois, ben, c'est plus dans les jeux vidéo de ce que j'appelle la chair à canon, c'est-à-dire dans les jeux où tu vas au même endroit, puis il y a tout le temps le même monstre qui apparaît, puis tu le tues pour gagner des points, puis avoir de l'expérience. Puis bon, ça, on en fait aussi beaucoup. Mais on fait des fois, c'est ça, c'est qu'on va faire du gros monstre dégoulinant. On va faire du petit monstre cute. Un des jeux sur lequel on a travaillé, c'est Dreams de PlayStation. Puis ça, c'est un jeu familial. Tu peux construire ton propre jeu vidéo. C'est surtout pour les enfants. Puis moi, j'ai fait la voix d'un dragon là-dedans. On a fait des petites plantes carnivores, des petits squelettes. Fait que ça, c'est un petit peu plus cute. C'est moins effrayant que, par exemple, un zombie où est-ce qu'on doit... on doit ajouter bien de la bave, disons. Bla, 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 là, ouais.
On veut entendre. Je veux entendre Hulk live, là. Je vais me fermer les yeux et faire Ah ouais! En fait, Hulk, juste une anecdote là-dessus. Quand j'ai pratiqué pour faire pour avoir le rôle, j'ai dû écouter la phrase de façon répétitive pendant des heures, puis la dire pendant des heures pour être sûr d'avoir l'audition. Parce qu'on s'entend, c'est Marvel. Marvel, c'est Disney. Il y a comme 20 étages d'approbation qu'il faut que tu passes au travers pour avoir le rôle. Fait que pendant tout un après-midi, j'ai pratiqué, j'ai fait mes voix, puis à un moment donné, j'ai mon propriétaire qui m'a appelé parce que ma voisine pensait que j'étais pas bien. En crise! En crise! En crise, Que c'est j'avais une crise, des problèmes de santé, de santé mentale, mais non. Fait que bref, la voix de Hulk, puis ça, c'est une voix qui est basée vraiment sur les techniques de voix death metal que j'utilise, mais il y a une phrase qui dit, c'est la phrase « Hulk! Smash! » Donc, c'est ça. J'ai des frissons. C'est tellement on point, Ouais. là, on point. Et ça, il n'y a pas d'effet. C'est ça souvent que les gens... Parce que la plupart des monstres dans l'univers du jeu vidéo, jusqu'à tout récemment, sont faits par des banques de sons d'animaux. C'est-à-dire, on mélange un son d'ours, un son de phoque, puis on va essayer de prendre ces sons-là puis faire le monstre. C'est relativement récent qu'on utilise des êtres humains pour faire ces voix-là, parce que c'est pas quelque chose qui est évident à faire au niveau de la voix. Puis moi, j'ai commencé, en 2005. Puis là, maintenant, je travaille avec une centaine de chanteurs puis de chanteuses métal dans 17 pays. Puis c'est principalement des chanteuses et des chanteurs métal, maintenant, qui sont engagés pour faire ça, parce qu'on a une capacité à faire des voix distorsionnées qui sont naturelles. Les gens recherchent ce côté naturel-là aussi dans les jeux vidéo. Puis on est capable de le faire pendant des heures, là. Les voix que je fais, des fois, je fais des sessions d'enregistrement de 4 heures, des fois 5 heures. Les gens pensent que c'est intense pour la voix, mais ça fait 32 ans que je fais ça, fait que j'ai un petit peu d'entraînement. Mais par opposition, la voix d'un petit monstre cute, là... Je sais pas comment ça va sortir. Le gars du son est en train de flipper. C'est pas des balles. C'est malade. Il y a ça, il y a évidemment le classique, le zombie, parce que pour moi, je fais un petit peu de chemin sur ce que tu parlais. Ce que je trouve intéressant dans les monstres, puis particulièrement les zombies, c'est pas les zombies en tant que tels, c'est comment les humains réagissent aux monstres. Le monstre, il faut qu'il soit bien fait, il faut qu'il soit crédible. Mais ce qu'on apprend plus souvent, c'est comment les humains réagissent à cet élément-là qui est introduit dans leur réalité. Puis dans le domaine du jeu vidéo particulièrement, pour moi, c'est les monstres qui créent le héros. C'est ce que le héros va avoir à affronter. Des fois, c'est des éléments de son passé, mais mettons qu'on parle d'un jeu vidéo avec des créatures. Plus que les créatures puis les monstres sont épiques, plus que le héros va en ressortir grandi et intéressant. Donc pour moi, les monstres créent le héros. C'est pas le héros qui crée les monstres, c'est les monstres qui créent le héros. Donc, les monstres ont cette fonction-là. C'est ce qui fait, je trouve, un bon jeu, en fait, c'est le fait que, justement, le personnage est assez beige, des fois, puis c'est pas grave, mais c'est le fait que tu te bats contre le défi que tu as affronté, c'est ça qui est important pour créer le goût de venir en affronter d'autres. Parlant de beige... tu fais un métier qui est très loin d'être beige, là, on va se le dire. Ouais, là-dessus, c'est pas très beige, ouais. Non, c'est ça. T'es cascadeur. Cascadeur dans la vie, ouais. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en ce moment, je suis pas mal sûr que moi, je suis comme... En fait, on est un team qui marchera ensemble parce que moi, je fais le physique dans les jeux. Je travaille beaucoup chez Ubisoft, Game On, Eidos, tout ça. Je travaille avec eux autres. Justement, Guardian of the Galaxy, j'ai participé à ce jeu-là, à Montréal, un peu pour la cascade, des choses comme ça. Puis c'est le fun parce que c'est des univers où est-ce que j'ai à faire tous les jours des bébites, mais moi, je fais pas les... Faut qu'on fasse des sons sur scène. Sur scène, sur le stage, il faut faire des... T'sais, on se promène, puis on fait que ce soit des zombies, que ce soit des bébites, peu importe quoi. Faut faire les sons parce que ça nous aide à mieux performer. Absolument. Mais c'est sûr que ça prend quelqu'un comme vous en arrière qui le refait par la suite. Mais nous, on le fait. Moi, je fais ça 1 heure, puis je suis dead de la gorge. C'est fini, là. Fait que toi, c'est vraiment l'expression physique. Physique. Le corps. Moi, je viens de la danse contemporaine ballet. C'est ça que j'ai fait, par exemple, après mon cégep. Au cégep, puis après mon cégep, j'ai travaillé dans une compagnie éco-publique de danse contemporaine. J'étais super chanceux de faire une tournée mondiale, là, super chanceux, Corée, Allemagne, lequel j'étais super chanceux. Et ça a parfait ma technique
physique pour pouvoir, après ça, quand je suis arrivé en cascade, le fait que je viens de la danse fait qu'on peut vraiment m'utiliser dans différents domaines, dont le mocap, dont la captation de mocap, qui est comme, tu sais, j'ai un soute en lycra, puis on me met des points dessus pour capter avec 1000 caméras autour de moi dans une petite salle. Puis ma première job, c'était de faire des zombies sur le jeu Rainbow Six Outbreak, qui était comme une version... T'as fait des voix là-dessus? Ah, c'est ça, tu vois, j'étais sûr. J'ai fait la voix des zombies. T'as fait des voix de mes zombies, c'est ça? Puis moi, je me faisais tuer de toutes les manières possibles, là, shotgun, site de même, je revolais de tous les sens en faisant la bébite, puis ben voilà. C'est assez hallucinant que le corps et la voix se rencontrent. C'est malade. C'est malade. Le plateau d'Hôtel Central. Oh mon Dieu, c'est malade. Je trouve ça vraiment cool. Moi, quand j'étais jeune, on me racontait des histoires de peur. Puis je me suis tout le temps demandé pourquoi mes parents faisaient ça, tu comprends? Comment c'est qu'ils me racontent des affaires pour me stresser? Puis là, je me suis rendu compte, là, ces histoires de monstres-là, là, c'est des métaphores. Genre, les vampires, là, dans la vie, là, ça existe. C'est juste, c'est pas du monde qui boive ton sang. C'est du monde qui vampirise ton énergie, tu comprends? Ils essaient de prendre ton énergie. Chaque monstre, c'est une affaire. Comme Frankenstein, lui, c'est comme un chum que t'as essayé de l'arranger, puis t'as pas été capable de l'arranger, puis il a causé du trouble, tu comprends? La momie dans les tombes, ça, c'est une métaphore, ça. Ça, c'est une métaphore pour pas réveiller le monde. Tu devrais pas réveiller le monde, parce que sinon, ils vont causer du trouble. C'est vrai. Loch Ness, ça, c'est une métaphore pour se faire ghoster. Tu le vois une fois à un moment donné, tu t'amuses, tu le revois plus jamais. Un garou. Garou, c'est un gars, mais je veux dire un loup-garou. Ça, c'est une métaphore pour du monde qu'ils ont un mauvais tempérament. Pis tu sais, comment ça que c'est tout le temps des loups-garous? Comment ça, c'est pas des chiens-garous? Pourquoi c'est pas comme, je deviens un labrador? Pourquoi les affaires ont besoin d'être stressants? Il y a les sirènes qui chantent pour les... c'est pas des pêcheurs, là, mais des pirates ou des gars de bateau. Tu sais, tu passes ton ponton, il y a une femme... Elle chante. Puis là, toi, tu trouves ça tellement beau. Tu te garoches à l'eau. Honnêtement, si la voix c'était de même, je l'écouterais. Ça serait du monde sur un bateau. Le monde dans l'eau, il chante. Si c'est assez beau pour que tu te garoches dans l'eau, tu passes à ronde 2. Ça, j'écouterais ça. Parce que là, il y a toutes mes affaires préférées. Du monde qui chante. Des bateaux. De l'eau. J'adore l'eau. Je trouve que l'eau, c'est la meilleure affaire sur la planète. Le griffon, c'est mon monstre préféré. C'est à moitié un aigle, à moitié un lion. Je pense qu'il y a une autre moitié qui est un ours. Puis je pense qu'il y a une autre moitié que c'est une queue de serpent. C'est épeurant, pareil. Imagine un corps d'ours, pattes de lion, queue de serpent, tête et ailes des aigles. Ça te mord, là. Écoute, là. Je sais pas comment gros que c'est. J'imagine la tête est grosse de même. Fait que probablement qu'il pourrait manger ta pleine tête. Ça, s'il y avait ça dans les zoos, là, j'irais au zoo. Ton approche du monstre, dépendamment de si c'est un zombie ou une grosse bébite, c'est pas la même physiquement, justement. Comment tu l'approches exactement? C'est que la recherche du mouvement, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Puis la recherche du pourquoi ils bougent comme ça, c'est toujours ça qui m'intéresse. Parce que, par exemple, les zombies, souvent, quand on retourne, par exemple, justement, aux anciens zombies, c'est les bras devant. Mais quand tu y penses, un zombie, pour moi, comment que j'identifie un zombie, tout dépendant si c'est un infecté, selon moi, ou un zombie, parce qu'il y a une différence entre les deux. L'infecté, c'est justement, il est encore vivant, donc mon corps, mes muscles, j'ai le contrôle de tout, fait que c'est plus une folie qu'un zombie. Zombie, pour moi, c'est le corps est éteint, puis tout ce qu'il veut, c'est manger de la chair, point. Donc, comme son moteur, je peux peut-être... Il faut que je bouge dans la vie. Par exemple, le zombie va marcher comme ça, old school, mais moi, comment j'aime penser au zombie, c'est que c'est la tête qui va... Tu sais, mettons, je vois quelque chose que je vais avoir, ça sera pas mes bras qui vont y aller, c'est juste ma tête qui va vouloir y aller, puis je suis débalancé vers l'avant, puis mes pieds vont récupérer ma marche. Donc, si j'avance, puis c'est plus un genre de... Je me récupère en état mou, mais c'est plus cette espèce d'énergie-là que je vais avancer, puis c'est plus une espèce de... Tu vas boiter, mais c'est la tête qui avance pour aller manger là. Puis quand je suis capable d'être proche, là, c'est toujours de la récupération de mouvement. Puis tandis que si c'est un infecté, ben là, c'est plus violent. Là. Le monstre, c'est plus violent, rapide, explosif. Donc là, tu as différents mindsets à ce genre de personnage-là. Mais, par exemple, j'ai fait des aliens, j'ai fait des espèces de bonhommes robots, des espèces d'androïdes qui attaquent. Puis ça, c'était vraiment cool parce que c'était plus d'isolation, tu sais, de robotique, de la tête qui bouge. Puis ça, c'est des trucs que la danse m'a amené, tu sais, d'être capable de vraiment isoler les bras qui bougent. Puis là, comme, hop, là, tu sais, il se tourne la tête. Bien, le robot va pas se tourner la tête comme nous avec les épaules. C'est juste la tête qui bouge, puis ça revient. Puis c'est toujours des arrêts clairs. Mais c'est tous des détails qu'il faut aller chercher.
que je suis encore en train de travailler pour peaufiner ma technique physique, mais tous les jeux que j'ai faits, c'est toujours, par exemple, Gardien de la Galaxie, ben, la personne qui jouait Groot, fallait qu'il joue vraiment comme s'il était un énorme arbre, beaucoup plus grand qu'il est supposé d'être. Donc, dès qu'il bouge, il est plus lent. J'ai fait un jeu, Le Prince de Perse, le remake qui a été fait. Je faisais... De Ubisoft? De Ubisoft, exact, ouais. Fait les voix C'est malade! Je trouve ça fou, là. C'est malade. Tous les projets, je vais te dire, je me dis, c'est fou maintenant de pouvoir rencontrer la voix qui fait... Mais ce jeu-là était vraiment un beau challenge parce qu'il fallait que je fasse une dizaine de différents personnages avec, par exemple, bon, cette brute-là, ben, elle est gigantesque, mais elle a un bouclier, puis elle a une épée ici, puis c'est plus le roi. Donc, lui, il est plus présent, il est plus dominant comme ça, donc mais il est quand même... C'est une bestiole de sable. Donc, la manière qu'elle avance, c'est quand même avec des gros pas lourds parce qu'elle est énorme. Il y a tellement des petits détails de même qu'il faut aller chercher. Il y a beaucoup de contraintes à ce niveau-là parce qu'ils ont déjà dessiné le monstre. Et moi, il faut juste que j'apprenne à bouger comme le monstre. Excuse-moi, mais c'est hallucinant. Tu es en train de me dire que moi, je pensais que tu étais non seulement briefé, mais coaché même, tu sais, par le directeur qui dirait « OK, je le veux vraiment comme ça », mais non, tu étais quand même... de la recherche, ça arrive pas tout le temps, ça. Même pour les voix, moi, les voix, je dois souvent regarder les éléments physiques du personnage. La grosseur du cou, la grosseur de la cage thoracique, la bouche, s'il y a des dents qui sortent comme ça, parce que s'il y a des dents sur les côtés comme les orques, il va pas parler de la même façon, il va pas faire les sons de la même façon que... Par exemple, j'ai déjà fait un personnage où il y avait une chaîne dans la bouche puis une hache au bout de la chaîne. Fait que j'ai passé la session d'enregistrement avec un crayon dans la bouche pour qu'il y ait toujours une entrave au son que j'allais faire, parce que sinon, c'est pas crédible. Fait que ces détails-là que tu vas chercher dans le physique, nous, on analyse le physique du personnage aussi, mais pour aller le chercher avec la voix puis des détails sur quel type de son va bien aller puis qu'est-ce qui va être réaliste pour le monstre. On comprend comment ce genre de métier-là, de bizarre, ça peut intéresser des jeunes, tu sais, puis même, à la limite, motiver des jeunes, là, dans le sens, il y a quelque chose de se dire, OK, je peux faire ça dans la vie, être un monstre, tu sais, c'est quand même spécial, puis pas nécessairement, mais au moins une partie du monstre. Mais en littérature, est-ce qu'on peut encore intéresser les jeunes aux monstres, genre, ou est-ce que ça peut être une porte d'entrée pour... Tout à fait. Bien sûr. Oui. Un des trucs que je fais lire à mes premières années, là, quand ils commencent au cégep, c'est Frankenstein. C'est un classique du genre aussi. On est en 1818, puis ben là, on a reconstitué, c'est une expérience scientifique. On est juste après les Lumières, là, dans le temps. On est fasciné un petit peu par l'idée de galvaniser des corps, de redonner la vie. C'est toujours la vie, la mort, hein? Vous l'avez dit tout à l'heure, là. On est dans la vie, dans la mort. Hein? On est là-dedans. Puis ici, dans Frankenstein, à partir de morceaux, de débris de corps humain, on veut recréer un humain. Les étudiants, ils aiment bien ça, lire ça. Oui, on s'entend que Frankenstein... c'est probablement la base, là. C'est probablement le monstre, là. Le Dracula n'est pas très loin. C'est les grands classiques. Les grands classiques. Si on inclut effectivement les vampires, je pense que peut-être, même moi, j'irais jusqu'à dire que ça bat Frankenstein. Mais c'est une question de goût. Mais il y a, à l'adolescence... cette idée-là de la transformation, on voit cette corrélation-là avec leur amour incroyable des vampires, pas juste à cause du gars qui joue le vampire qui est donc beau, mais aussi parce que justement ton corps est en train de changer, t'as des nouveaux pouvoirs, t'es comme tu cours plus vite, t'es bon. Fait qu'il y a comme quelque chose là, puis dans le monstre, des fois, à l'adolescence, on peut se sentir un peu comme ça, tu sais, on est atrophié, on s'en va vers une nouvelle vie, c'est ça. Genre d'affaires. Ce roman particulièrement comprend aussi des lettres. Donc, on voit les émotions à travers des lettres. C'est ce qu'on appelle un roman épistolaire. Je peux me permettre une petite description? T'es là pour ça, je t'en prie, vas-y. Sa peau jaune couvrait à peine le système des muscles et des artères. Sa chevelure flottante était d'un noir brillant. Ses dents étaient blanches comme des perles. Mais ses avantages ne formaient qu'un contraste plus horrible avec des yeux insipides qui paraissaient presque de la même couleur que leurs blanches et sombres orbites. Une peau ridée et des lèvres noires et serrées l'une contre l'autre. Souvent, quand on voit des reprises de Frankenstein, on va voir le visage vert. C'est pas marqué. Ben non, c'est bizarre, hein? C'est drôle. C'est des vraies inventions. Ce qui est intéressant en littérature, c'est que ça laisse beaucoup plus de place à l'imagination qu'au cinéma, parce qu'on peut se créer à partir des descriptions l'image
du monstre. Tandis que quand on arrive au cinéma, là, on a plus cette capacité d'imaginer là. L'image est là, tandis qu'avec la littérature, ça permet... Mais je pense que les jeunes... Parce que quand on est adolescent, jeune enfant, on se sent marginalisé, on se sent un peu contre la société. Absolument. Fait que je pense qu'on trouve écho chez le monstre qui est lui-même marginalisé dans le roman ou dans le film. Il y a comme une espèce de résonance entre sa propre vie puis comment les gens voient le monstre, parce que souvent on voit les jeunes comme on sait bien les jeunes sont de même, ça aussi, tu sais. Fait qu'on les monstrifie comme un petit peu. Oui, t'as vraiment l'impression que toute la société est sur ton dos. Ben non, puis c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, souvent, il y a cet attrait-là de je ressemble au monstre. Peut-être pour ça aussi que, par exemple, les X-Men, qui est super populaire de Marvel, qui est, dans le fond, tous des mutants, mais qui vont dans une école puis qui deviennent une équipe. Comme finalement, on encourage cette espèce de différence-là. Parce qu'il y en a que c'est des monstres, une espèce de lézard qui va cracher de l'acide, mais c'est son pouvoir. On transforme le monstre en pouvoir. Je voulais justement qu'on fasse une petite transition là-dessus, parce qu'on parle de peau jaunie puis des orbites blanchardes. On pense jamais, au départ, au monstre comme étant quelque chose d'a priori très attractif, très beau, très sexy même, alors qu'on en connaît dans l'histoire une pléthore très malheureuse là, de gens qui, en fait, étaient des monstres, mais qui avaient un charisme fulgurant. Pour moi, que ce soit dans les films d'horreur ou la littérature ou peu importe, les monstres les plus effrayants sont ceux qui n'ont pas l'air d'en être un. C'est facile d'avoir peur d'une bébite, tout de suite, mais quand le monstre n'a pas l'air d'être un monstre, mais c'est plus dans ses actions puis dans sa façon d'interagir avec les personnes... Tu apprends que finalement, ce personnage-là, il a tué plein de gens, ou il a pas l'air, il a l'air d'un humain. Ça, je trouve ça encore plus monstrueux. Plus monstrueux encore, parce qu'on a tellement déjà une idée préconçue de ce que ça doit être un monstre, puis des qualités qu'on lui attribue, que j'aime bien, moi, quand on va jouer sur l'autre côté, quand on nous montre quelque chose qui a l'air normal, mais qui est absolument monstrueux. Moi, mes références sont beaucoup en cinéma, fait que ça me fait penser à American Psycho, entre autres, là, qui a un extérieur extrêmement esthétique. Tout est au quart de tour, mais à l'intérieur de lui, ça va pas bien. Non, mais c'est un démon, littéralement. J'aurais les définitions à vous proposer. Ouais. Ce que signifie monstrum en latin, c'est à la fois le prodigieux et l'avertissement. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Ah, ouais. Il y a ce côté plus grand que nature qu'on retrouve. Wow, c'est intéressant parce que c'est bien, hein? Prodigieux peut aussi dire justement charismatique, esthétique, tout ça. Oui. Il va Mais attention, il y a quelque chose de... Il y a un avertissement là-dedans, de se méfier, en fait. Même moi, quand j'écoutais les dessins animés quand j'étais jeune, les He-Man, les Transformers, Sesame Street, c'était pas la voix des personnages, des héros qui m'intéressait. C'était la voix de Cookie Monster qui faisait « Cookie! » C'était la voix du commandant Cobra qui criait « Let's go, G.I. Joe! » C'était la voix des personnages, des méchants que je trouvais intéressante. Puis j'en parlais pas à mes amis parce qu'il fallait que t'aimes le héros. Mais moi, c'est ça qui me fascinait. C'est quand même impressionnant de voir que les monstres ont une telle importance vraiment concrète dans notre société, puis qu'il y a des jobs qui sont rattachés à ça, littéralement, il faut le faire, puis des écrits là, marquants. Je dirais qu'on a tous un monstre à l'intérieur de nous, évidemment. Puis, Henri de Monterland disait « On est tous le monstre de quelqu'un ». Ah! Ben oui! Wow. Ben oui, assurément. Peut-être une petite demande spéciale. Moi, pour finir, personnellement, j'aimerais bien avoir Chewbacca. Oh mon Dieu! Tout à fait, exact. Monster Inc. Dans... Oh mon Dieu! C'est pas tous les types de monstres que je... Mais les monstres, ils font des grosses voix. On se laisse là-dessus. Oui, j'ai peur. C'est malade. Merci d'être venu, merci. Ghostbuster!
Hey, bravo quand même, t'as du Merci. talent, c'est chose que j'ai pas. As-tu un monstre intérieur par contre? De quoi tu le nourris ton monstre intérieur? Je suis une fan du bizarre, de on dit que je suis une bébite des fois dans ma façon de penser, dans ma façon d'être. Et j'ai toujours une fascination pour le paranormal, pour l'étrange, pour l'Halloween. Je suis une fan d'Halloween. J'ai même écrit une toune sur pourquoi personne n'écrit de toune sur l'Halloween. Puis je vais juste te faire un extrait, parce que c'est vraiment très profond comme chanson. C'est pourquoi personne n'écrit de toune sur l'Halloween? Pourquoi personne n'écrit de toune sur l'Halloween? Pourquoi personne n'écrit de toune sur l'Halloween? Pourquoi personne n'écrit? Puis ça finit jamais. Puis ça, c'est ma chanson sur l'Halloween. Les monstres, je trouve ça écœurant à quel point il y a une facette et il y a une multitude de monstres qui existent et qui sont absolument dégueulasses et pas épeurants. Ah oui. Je suis allée dans les archives de notre cinéma mondial et je suis allée chercher les pires monstres. Qu'est-ce que t'as trouvé là-dedans? J'ai trouvé des merveilles. En premier, un film qui s'appelle From Hell It Came. Donc, le monstre venait des enfers. Et j'ai du visuel là, qui vient avec ça, mesdames et messieurs. Vous allez apprécier dans toute leur splendeur. C'est une chose qui vient des enfers. Donc, tu peux voir, il a l'air d'un swamp. Je sais pas trop c'est quoi. C'est un mélange de Cookie Monster qui sort d'une swamp au lac Caron. En fait, c'est aussi un mélange de La Belle et la Bête parce que ce serait un ancien prince qui aurait été trahi. Donc, il s'est réincarné dans un pied d'arbre. Donc, c'est un pied d'arbre, un tree stump qui a été coupé. Ça, c'est un de mes préférés. Le Manskito. Je te laisse deviner à quoi ça ressemble, le Manskito. Non! Eh oui! C'est un homme moustique! C'est pas beau. C'est pas... non. Mais moi, je l'adore! Puis, sais-tu en quelle année ça a été sorti, ce film-là? Non. 2005. Mais non. 2005, ce n'est même pas 20 ans de vieux. Et c'est quelqu'un qui se transforme en moustique. Ensuite, on a ça, à ce qui paraît, peut-être que tu as déjà entendu parler, Troll 2. Ouais, Troll, Qui a été nommé le pire film de tous les temps. 1990. Et je te laisse apprécier le visage du troll, de Troll 2, et qui n'est pas la suite de Troll 1. Qui n'est pas une suite, ça s'appelle juste Troll 2. OK. Et c'est l'histoire de Troll. Et à ce qui paraît, c'est tellement mauvais que c'en est bon. C'est le genre de film que tu regardes. Il a l'air surpris lui-même d'être dans ce film-là. Mais moi, là, je suis célibataire, là, puis j'avoue qu'il y a pas longtemps, là, je vois cette face-là, puis je swipe right sur un temps. Ensuite, encore dans les hommes animaux, parce que c'est un sujet qui était passionnant à cette époque, The Alligator People, en 1959. Et dans celle-là, on va vraiment plus loin dans le monstre, et la personne va jusqu'à porter des pantalons dans son OK. C'est un alligator humain, mais il y a des pants quand même, parce que, tu sais, faudrait pas être un alligator humain tout nu. Ben là, il faudrait pas être ça ferait peut-être moins peur, en fait. Oui, ben, en fait, peut-être qu'ils ont voulu aller plus pour la famille, un film d'horreur pour toute la famille, peut-être. Fait qu'ils ont mis des pantalons. Mais oui, c'est quelqu'un qui, la fille, son mari se transforme en alligator, puis il se sauve dans une swamp et n'est jamais revu après. OK. Fait que j'adore le fait. Moi, c'est les pantalons qui m'ont gagné sur cet homme. Et finalement, mon préféré, qui est un autre genre de Cookie Monster. La créature de la mer hantée, 1961. Il sort un peu de Sesame Street. Mesdames et messieurs, c'est la créature de la mer hantée. Je sais pas si... Pourquoi ça a l'air d'un tas de varech avec 2 seins à la place des yeux? C'est très particulier. Il y a des beaux totons. Oui, oui, il y a 2 dents. Je comprends pas. Mais j'ai le goût de voir le film. Quand on a du temps, là, hein, ça vaut la peine de le dépenser. Du temps ou beaucoup de drogue. Fait que c'est... Ce que tu fais à la SQDC, ça t'appartient. Exact. Mais c'est pas moi qui ai sorti les monstres. Hein? Non, c'est vrai. Les deux sont sortis avant. Moi, je vais m'inspirer de ça pour les prochaines chansons. Parfait. Fait ça va être prenant. C'est ça. Pourquoi personne n'écrit de tonnes sur l'Halloween? Pourquoi personne... Ça finit jamais. Vous pouvez arrêter de filmer. Écrit de tonnes sur l'Halloween. Pourquoi personne n'écrit de tonnes sur l'Halloween?